Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une pastille d'intersaison encore une fois et on va se focaliser donc sur une nouvelle formation du World Tour. Cette fois-ci c'est sur Astana que notre choix s'est porté et pour évoquer cette structure kazakh, j'ai avec moi Greg, Bonsoir à tous. mais aussi notre grand spécialiste justement d'Astana qui suit avec attention toute l'actualité de l'équipe, c'est Alex. Bonsoir. Alors Alex, justement, je vais commencer par toi. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne toujours chez Astana, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais de sprinter, mais ils réussissent quand même toujours à remporter un nombre important de succès. On l'a vu encore une fois cette année, malgré une saison raccourcie, où il y a, si je ne me trompe pas moins de 15 victoires. Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est souvent le cas lorsque vous regardez l'effectif, vous vous dites, ouais, sur une saison World Tour, il y a largement les moyens d'aller chercher un petit sprinter, même sans avoir un train, pour aller faire quelques places et apporter des points UCI. Mais non, chez eux, ils veulent pas. Je me rappelle, j'avais posé la question une fois à Dimitri Fofonov, le manager, leur dire pourquoi pas de sprinter, même de second plan. Bah, c'était voilà, dans l'effectif, sur 7 coureurs, il faut le sprinter, il faut un lanceur. Enfin voilà, apparemment ça leur plaît pas trop. Et c'est vrai que d'un autre côté, ça permet à l'équipe d'être assez offensive sur la plupart des courses dont ils sont au départ, avec souvent plusieurs coureurs qui s'imposent, alors, souvent sur des échappées ou sur des étapes de montagne. Alors Greg, la très belle, pas surprise, hein, mais je veux dire grande confirmation de l'année chez Astana, c'est forcément le Russe Alexandre Vlasov. Est-ce que tu t'attendais à le voir si performant cette année, Vlasov? Je pense, enfin, performant à ce niveau-là, non. Ça fait quelques années qu'on entendait parler de lui. Mais c'est vrai que, alors, il était chez Gazprom, donc c'est une équipe qu'on voit relativement peu, qui est difficile à suivre. Donc c'est vrai que c'est sa première réelle année, sur le World Tour. Donc forcément, je trouve notamment dès le début de saison, hein, puisque dès le Tour de la Provence, il s'est mis en valeur. Il a confirmé aussi après, bon, à la reprise aussi. Donc c'est vrai, c'était vraiment une des peut-être des grosses surprises, notamment par la facilité, l'aisance aussi, hein, qu'il a dégagé sur certaines courses. Néanmoins, il restera quand même peut-être la déception sur le Giro. Il abandonne la deuxième étape et peut-être un petit peu aussi sur la Vuelta où on pouvait l'imaginer meilleur, mais après il n'a que 24 ans. Il est encore en phase d'apprentissage. Donc, ça reste un coureur à suivre, mais c'est vrai que sur certaines courses début de saison, il a été assez impressionnant. Est-ce qu'il a manqué de caisse selon toi, Alex Vlasov, pour être consistant pendant toute la saison? C'est difficile à dire, puisque bon, sur le Giro, il a été malade. Bon, il sortait d'une saison avec Gazprom où il avait enchaîné les top 10 hein, sur les différents courses à étapes qu'il avait fait. C'est un coureur vraiment fait taillé pour les grands tours. Et cette année, c'était son premier grand tour, hein, le Giro. Bon, on connaît, ça a été assez rapide, on connaît la suite. La Vuelta, il n'était pas remis à 100%. Si vous enlevez les deux, trois premières étapes, il se terminerait cinquième ou sixième du général. C'est un coureur prometteur qui grandit très très vite, peut-être même un petit peu trop vite, je pense, pour Astana, qui risque de perdre rapidement, je pense. Alors, un autre coureur majeur de l'équipe qui, lui, va quitter la formation Astana, c'est Miguel Angel Lopez. Greg, est-ce que tu es déçu, toi, de Lopez, qu'on annonçait très très prometteur, hein? Ça fait plusieurs années qu'on en parle, très très fort dès ses débuts chez les pros, mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à passer ce cap qui ferait de lui un vainqueur de grand tour potentiel. C'est vrai il lui manque la constance, hein, sur 3 semaines, hein, parce qu'on a vu, il a gagné sur le col de la Loze, sur le Tour. C'était peut-être l'étape de montagne la plus dure, du moins avec les plus gros pourcentages. Mais ça reste, il fait que sixième du Tour finalement, et ça reste au final une déception. Donc, et puis après, voilà, il n'y a plus rien après, finalement, ni que ce soit. Ça reste toujours, c'est toujours particulier ce coureur. On a l'impression à chaque fois qu'il peut jouer la victoire, il est surtout aussi offensif souvent, hein, un des premiers qui est souvent à l'attaque, mais voilà, il lui manque vraiment d'être constant sur 3 semaines, ne pas tomber, et à voir si chez Movistar, qui n'a pas l'habitude de très bien gérer les grands tours tactiquement, malheureusement, ce que ça peut donner. Mais voilà,
un peu comme tu l'as dit, on est toujours un peu mitigé à son propos parce qu'on attend de grandes choses. Parfois, on voit de grandes choses et que le lendemain, hop, il peut avoir une défaillance ou être décevant. Ouais, parce que c'était fou un peu, Alex. Là, Lopez, il avait toutes les cartes en main avant le chrono final de la planche des belles filles pour terminer sur la boîte. Et quand on s'attarde sur le classement, on voit qu'il finit 45e au sommet de la planche, derrière des mecs comme Christophe Laporte, hein, et qu'il perd tout, Ouais, quoi. ouais, à 2 jours près, il passe d'un très bon Tour de France à un Tour de France, on va dire, un petit peu raté. C'est dommage, puisqu'en plus, dans l'effort du contre-la-montre, il s'était pas mal amélioré. Il avait fait 5e du chrono sur le Tour d'Algarve, face à de très très bons rouleurs, où il avait terminé 3e du général. Là, sur le Tour, bah, il avait fait le plus dur, c'est être constant sur 3 semaines, parce que jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, il avait toujours des étapes où il passait à côté, où il chutait, où il se où il se bagarrait. Enfin, il y avait toujours des histoires. Et là, bah, il avait tout pour lui jusqu'à ce dernier chrono où il a littéralement explosé. Alors, quelles en sont les raisons, c'est difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que bah, à l'arrivée, il passe à côté d'un très très beau podium. Et pour l'an prochain chez Movistar, c'est un petit peu l'inconnu, honnêtement. Il part pour un an, hein, c'était son choix de partir pour un an. Enfin, pas son choix de partir d'Astana, il voulait rester chez Astana, mais malheureusement, d'un point de vue financier, c'était pas possible. Et chez Movistar, ça va être la grande inconnue. Comme l'a dit Greg, avec Movistar, on s'en est jamais sur les grands tours au niveau tactique. Donc, bon, ça promet, ça promet. En tout cas, je lui souhaite quand même de réussir là-bas. Alors, on évoquait justement un peu le mercato, ça va me permettre de venir sur ce sujet-là. En départ majeur, on n'a que celui de Lopez, hein, sinon c'est des équipiers, je vais les citer. Il y a Lorenz de Vries, Danil Fominik, Zendos Bizigitov et Hernando Borges. Et côté arrivée, Ok, là, l'accent, que ce soit l'accent colombien ou l'accent kazakh, tu le tiens très bien. ouais, Ouais. mais c'est au moment où je me suis dit, je vais les citer, je me suis dit, putain, t'es con en fait, parce que tu vas pas y arriver. Mais J'ai tu tentes, regretté à c'est bien. partir du moment où j'ai sorti la phrase. Enfin bref, je vais parler des arrivées, et là aussi je risque de galérer un petit peu. Donc Andrea Piccolo, ça va, et là il y a aussi du rajeunissement, un grand espoir italien. Rappelez-vous, c'était lui qui luttait chez les juniors avec Remco Evenepoel, c'était souvent son principal adversaire. On a aussi le champion du monde espoir, Samuele Battistella. Matteo Sobrero, aussi très bon jeune italien. Puis Javier Romo, cette petite sensation qui vient du triathlon et qui a montré beaucoup de belles choses chez les amateurs l'an dernier en Espagne. Est-ce que Le c'est un... Remco espagnol? Pardon? Le Remco Le espagnol? Remco espagnol, ouais, apparemment, donc on va voir. Mais est-ce que, bah, justement, Alex, c'est un mercato qui te convient? Ben, c'est un mercato voilà, qui est fait en fonction des économies du côté d'Astana. Alors, très clairement, du côté d'Astana, on veut maintenant un petit peu copier ce qui se fait chez Sunweb, c'est-à-dire prendre beaucoup, beaucoup de coureurs très jeunes pour les faire monter, pour en faire devenir des leaders, ce qu'ils ont fait avec Lopez, qui était arrivé en tant que vainqueur du Tour de l'Avenir. Avec Vlasov, c'est pareil, il commence à monter un petit peu. Ils espèrent faire ça aussi avec Terrada, qui devrait prendre du grade cette saison. Donc voilà, on prend plusieurs jeunes et on espère que parmi ceux-ci, il y en aura quelques-uns qui vont percer. C'est vrai que pour revenir sur Javier Romo, c'est un pari. À noter qu'il en fait signer 3 ans, ce qui est assez rare chez Astana. C'est qu'il pense vraiment qu'il y a du potentiel chez ce coureur qui arrive du triathlon, qui, à cause du confinement, n'a pas pu continuer son sport fétiche. Il s'est mis à pédaler, à faire du vélo, puis il s'est dit, tiens, je suis pas si mal que ça. Il est parti faire quelques courses espagnoles, et puis rapidement les championnats nationaux U23, où il a éclaboussé de son talent la course, en terminant tout seul assez facilement. Ce qui l'a permis derrière d'avoir ce contrat chez Astana. C'est un coureur qui est cadré par Aquadro, hein, on le sait, qui aime bien notamment traiter avec l'équipe kazakh. Donc, je pense que sur ces coureurs-là, il y a de beaux potentiels. Hein. Piccolo, on le sait, c'est un coureur qui est annoncé comme un très très bon coureur par étape dans le futur. Puis un petit mot aussi sur les jeunes Kazakhs. Il y a Gleb Brzezinski qui est un sprinter. Et surtout Yevgeny Fedorov qui est pour moi depuis l'avènement de Lutsenko le prochain gros coureur kazakh qui devrait être assez bon au niveau de tout ce qui est classique ou des étapes un peu comme dans le style de Lutsenko d'ailleurs, un peu passe-partout, même si pour lui la haute montagne c'est un petit peu difficile pour Fedorov, mais je pense que c'est un très bon kazakh qu'ils ont pris là. Puis après bon, on va finir par Ben Perry, c'est justement le côté sponsor. On va aussi y venir, je pense, pour parler de l'arrivée de Primertech qui vient s'associer à Astana. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, Greg, de ce recrutement de la formation kazakh?
Alors je pense, alors peut-être, enfin, puisque tu en parlais, c'est que s'il y a un sponsor canadien qui vient, c'est vrai qu'on a souvent parlé chaque année, c'était un peu, il y a toujours l'info, est-ce que les salaires d'Astana vont être payés? Hein, c'est toujours un peu le marronnier chaque année. Attention, Astana, pour les salaires, il y a des soucis. Donc visiblement, il y a un nouveau partenaire. Alors on sait que le budget ne paraît pas illimité, où il y a toujours, enfin ça paraît toujours étrange, hein, parce qu'on se dit Astana, on se demande bien est-ce que l'argent vient ou l'argent vient Mais pas. est-ce que Donc c'est c'est pas tout. Vinokourov qui joue un peu ou est-ce qu'il y a des vrais soucis selon toi? Ah, ça, c'est la bonne question. Peut-être demander à Alex. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il se passe des choses du côté d'Astana, puisqu'on a vu Yana Sil, qui est une Belge qui est à la direction de l'équipe, prendre un petit peu la main justement à Alexandre Vinokourov. Avec l'arrivée de Primer Tech, on sait que maintenant c'est 50% kazakh, 50% canadien au niveau des fonds, puisque l'État, enfin, c'était l'entreprise Samruk Kazina du côté du Kazakhstan qui finançait essentiellement l'équipe, et ils veulent petit à petit se désengager pour que l'équipe justement puisse continuer, mais avec des sponsors extérieurs. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec Premier Tech, au fur et à mesure, on risque peut-être de changer de pavillon d'ici quelques saisons, même si à première vue, ils comptent quand même garder un bon quota de coureurs kazakhs. Puis est-ce que Vinokourov joue ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il est très malin et à mon avis, il ne se sera pas faire en tout cas. Mais ce désengagement, Alex, est-ce que c'est juste parce que c'est un gouffre financier qui n'a pas forcément trop de retour pour l'État kazakh? Ou est-ce que c'est aussi lié au fait que finalement, tu vois, on a eu cette génération dorée des Kazakhs hein, dans les années 2000, on a Lutsenko, mais derrière, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de mal à sortir des coureurs capables de jouer les premiers rôles en World Tour. Ce qui se passe en fait, c'est qu'ils ont un petit peu tout gagné déjà à Astana. Si vous regardez un petit peu par saison les effectifs qu'ils ont eus, jusqu'à 2014-2015, c'était assez impressionnant. Puis depuis qu'il y a eu la victoire sur le Tour avec Vincenzo Nibali, ils ont gagné le Giro, ils ont gagné la Vuelta et le Tour de France. Et c'est là qu'ils ont commencé du côté d'Astana de vouloir un petit peu, on va dire, ranger le porte-monnaie. On s'est dit, c'est bon, on a gagné les courses qu'on avait à gagner. Et du coup, avec des moyens plus restreints, mais il faut penser différemment. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, on essaye de miser sur des jeunes pour les faire grandir, même si à un moment donné, bien entendu, on n'a on a plus de quoi les payer à leur vraie valeur, ce qui a été le cas avec Miguel Angel Lopez, qui est parti du côté de Movistar. Mais je pense, je pense vraiment que voilà, financièrement, ça commence à être compliqué. Ouais. D'accord. Alors justement, pour passer au dernier sujet, quelle perspective l'an prochain pour Astana? Parce qu'on a l'impression au final qu'on entend toujours un peu le même discours, hein, pas forcément de notre part, mais de manière générale, c'est-à-dire que tous les ans, Astana perd un gros leader. Tous les ans, on se dit, oh, ça va pas le faire finalement, ils vont être nuls. Enfin, nuls, c'est un bien grand mot, mais ils vont pas performer l'an prochain. Et finalement, tous les ans, ils regagnent des courses avec des coureurs qu'ils arrivent à relancer, quoi. On va espérer pour eux, mais après, il y a peut-être un moment où la corde va lâcher, hein. À force de tirer sur l'élastique, c'est vrai que tu en parlais, enfin, Miguel Angel Lopez n'a pas été réellement remplacé hein, par les recrues. Et c'est pas, enfin, c'est beaucoup de jeunes coureurs donc en devenir, mais ça risque de manquer quand même sur les grands tours. Fuglsang, eh ben, il va quand même il va avoir 36 ans cette année. Il y a quelques coureurs âgés aussi. Il y a toujours l'éternel Wilson Sanchez. Les frères Izaguirre, Euh, ouais. les Farizaki, bon, qui sont encore à un âge. Ouais, on a l'impression qu'à 30 et 31 ans, on est vieux. C'est terminé. Et C'est c'est con, on vrai, est plus même vieux, nous. des Omar Fraile qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, va falloir aussi, comme peut-être Alex a dit tout à l'heure, que des jeunes coureurs prennent le pas. Tu parlais d'Harold Terrada, ben, peut-être ça sera son année. Des Alex Aramburu, qu'on a un peu vu cette année, mais peut-être qu'on voyait meilleur. Enfin, Oscar Rodriguez aussi, hein. c'est mon cas, voilà, Oscar Rodriguez. Donc il y a peut-être voilà, des coureurs qui ont l'occasion de se révéler cette année. Ben, sinon, ça sera compliqué quand même pour Astana parce que à force de perdre des coureurs, des leaders, les années passant, certains vieillissent. Ça va être à suivre cette année. D'autant plus qu'Alex, on a de grandes chances déjà de perdre Vlasov à la fin de la saison prochaine.
Ouais, c'est ce qui se murmure de plus en plus, hein. Alexander Vlasov, qui on le sait, a changé d'agent. Il était chez les frères Carrera, désormais il est chez Quadro, qui essaye de, de le faire partir chez Ineos notamment pour 2022. Bon, on verra ça au fur et à mesure de la saison. Pour revenir sur les leaders, c'est vrai que bon, faut pas oublier quand même que les grands tours, ça reste l'ADN de l'équipe. Euh, L'an passé, ils avaient comme leader attitré Jakob Fuglsang et Miguel Angel Lopez. Là, c'est Alexander Vlasov qui va remplacer Miguel Angel Lopez, sachant quand même que Fuglsang a ses limites sur les grands tours. Ce qu'ils espèrent, c'est voir Harold Terrada commencer à prendre un peu plus d'épaisseur pour aller pallier un petit peu ce manque de coureurs capables de faire des classements sur les grands tours. Après, il reste Alexei Lutsenko aussi qui passe partout, mais qui ne jouera jamais, bien sûr, la victoire sur un grand tour, mais qui peut aller gagner un peu partout. Quels objectifs justement l'an prochain pour Lutsenko? Les classiques, les JO peut-être? Ou c'est trop dur, tu penses, les Jeux Olympiques? Ben, ça sera les Jeux Olympiques, c'est déjà été annoncé, hein, vraiment. On sait que c'est très très important pour le Kazakhstan. On se souvient que Vinokourov avait gagné à Londres. Voilà, Lutsenko, c'est son rêve, hein, Et comment? Oh là là. de gagner les Jeux Olympiques. Et il a été champion du monde des moins de 23 ans. Ça y est, il a enfin gagné l'an passé une victoire sur le Tour de France. Désormais, c'est les championnats du monde et les JO. Donc tout sera axé sur ça, bien entendu. Et puis on le verra également, je pense, sur quelques classiques. Alors lui, c'est vrai qu'il est plutôt tenté d'arriver en forme pour les Ardennaises, mais je pense qu'il serait peut-être plus intéressant de le voir plutôt en forme sur les Flandriennes. Tu penses ça aussi, toi, Greg? Ben, c'est vrai que c'est un coureur qu'on a l'impression parfois qu'il pouvait gagner quasiment partout. Enfin, je parle pas gagner un Charles le Grand Tour, mais gagner des étapes comme il a fait cette année, gagner. Il a fait parfois, alors peut-être pas cette saison, mais notamment cette année dernière, je crois, où il fait un début de saison exceptionnel, où il gagne le Tour d'Oman sur la Green Mountain, où il est impressionnant. Donc c'est vrai, voilà, c'est un coureur qui est difficile enfin, à ranger dans une catégorie. Et il aura, je pense, pas mal de possibilités, mais aussi pas mal de responsabilités, hein, parce que je pense qu'Astana va beaucoup compter sur lui pour gagner. En plus, tu as parlé, c'est vrai que les JO, je pense, ça va être un objectif important pour lui, et même enfin, pour son pays, parce que c'est peut-être... il n'y aura pas non plus 50 chances de médaille pour le Kazakhstan. Donc, ça va être une saison à suivre, mais pareil, je pense qu'il a l'embarras du choix de son calendrier. Je suis assez d'accord avec elle. Les Ardennaises, ils risquent peut-être de tomber sur plusieurs, enfin, sur des eaux, donc à voir comment ça va se passer. À voir, en effet. Alors pour finir, Alex, je te propose de tracer un peu les perspectives de l'an prochain. Comment tu la vois, enfin plutôt à quel niveau tu la vois évoluer cette formation Astana? Est-ce que tu penses qu'on aura encore, allez, si la saison est normale, la trentaine de victoires habituelles? Pourquoi pas un podium sur les GT? Ou est-ce que tu penses que c'est trop optimiste? Alors, si le calendrier, on va dire, se fait en grande partie, je pense oui qu'ils peuvent arriver sur les 30 victoires. Pour le podium en GT, je n'y crois pas du tout, non, puisque Tu vois Jacob pas Vlasov être Fuglsang, capable de... non, pas dans l'immédiat. Bon, et logiquement, même si c'est pas officiel, il sera au départ du Giro cette saison et Fuglsang fera le Tour de France. Mais non, je pense pas qu'il soit capable déjà de sur le podium. Il y aura une grosse concurrence. Un top 10, oui, je pense. Mais le podium, je ne pense pas trop. Après, ouais, 30 victoires, je pense. Parce qu'au contraire, vu qu'il y a de moins en moins, on va dire, de gros leaders pour les GT, on va les voir très offensifs, un peu comme ils ont été sur la dernière Vuelta, où ils ont réussi, malheureusement pour eux, à gagner qu'une seule victoire d'étape. Mais on les a vus souvent devant. Et je pense qu'ils vont s'inspirer un peu de l'équipe Sunweb. Hein, souvent, c'était Giuseppe Martinelli qui l'avait dit il n'y a pas très longtemps. Voilà, maintenant, nous, c'est plus, on n'est plus là pour jouer les Ineos, les Jumbo. On est là pour s'inspirer un peu de l'équipe Sunweb, de faire grandir nos jeunes et d'aller chercher des succès un peu partout. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de formations, Greg, qui pensent ça. Tu vois, Sunweb, Astana, aussi AG2R, hein, qui se réorientent vers les classiques. Qu'est-ce que, ouais, finalement, même si on sort un peu du sujet, on se dit pas chez pas mal d'équipes, bah, comme de toute façon, financièrement, on peut pas lutter avec les trois grosses armadas, bah, on va jouer sur d'autres terrains où ils vont pas forcément chasser, quoi. Ah ben, c'est un peu ça, on parlait des moyens financiers. Maintenant,
des équipes qui ont des moyens impressionnants et qui alignent quasiment les leaders comme équipiers, forcément, pour des équipes comme Astana, ben, ça devient très compliqué de lutter. Et je pense qu'ils ont raison de s'orienter vers d'autres stratégies. Hein, c'est intéressant quand on laisse parler, ben non, ils veulent, enfin voilà, ils ont une vision assez claire de la manière dont ils veulent gagner les courses. Hein, pas tellement de sprinters finalement, mais plutôt des punchers ou des baroudeurs. Et Vlasov comme leaders, ben on verra s'ils réussissent, mais je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Hein, parce que les leaders, on l'a vu avec Miguel Angel Lopez, qui n'est pas en plus le grand favori pour gagner un grand tour. Ben, ils n'ont pas les moyens de le garder, donc forcément, ils sont obligés d'aller vers d'autres pistes et d'autres stratégies. Mais est-ce que c'est toujours une question de moyens, Alex, ou est-ce que aussi, comme Patrick Lefebvre, hein, il y a une volonté de toute façon depuis plusieurs années de jamais jouer la surenchère avec les coureurs? Ah, c'est un peu des deux. Je pense, d'une part, il y a c'est quand même une question de moyens financiers. Après, voilà, ils vont pas aller déroger pour un coureur. Ils restent dans leur optique, dans leur style de management. Puisque Lopez était très bien chez Astana, hein, et lui-même l'a reconnu d'ailleurs. Il voulait pas partir. Voilà, malheureusement, mais il n'y avait pas l'argent pour. Voilà, maintenant, c'est vraiment aller chercher des jeunes coureurs, les faire grimper, gravir les échelons petit à petit, assez rapidement quand même, pour être compétitifs sur pas mal de courses. Et c'est ce qu'ils vont continuer à faire. Après avoir, ça on peut peut-être terminer par cela, à voir ce que ça va donner en 2022, puisque il risque d'avoir un grand changement. Il y a beaucoup de coureurs en fin de contrat en 2022. Il y a ce côté canadien qui est rentré au niveau des sponsors. Est-ce que ça va encore être le cas de plus en plus en 2022? On a vu que certains directeurs sportifs et historiques sont partis. Alexander Schaeffer et Dimitri Sedoun, qui ont été remplacés notamment par le Canadien Steve Bauer. Voilà, c'est une petite révolution en marche chez Astana à ce niveau-là. À voir comment ça va évoluer en 2022, où, à mon avis, il va y avoir vraiment de grands changements au niveau de l'effectif. Ouais, parce que là, quand je regarde sur le Pro Cycling Stats, si jamais ils ont raison, il n'y a que Hugo Hull en fait en coureur confirmé qui est encore sous contrat. Derrière, c'est les jeunes qu'on signait cette année, hein, Piccolo, Exactement. Romo, Ouais. Battistella, De Bod. Alors, on sait que Vlasov, voilà, ils ont parlé avec lui avant la Vuelta, lorsqu'il y avait ces rumeurs de départ vers Ineos. Ils comptent vraiment sur lui pour construire. Ils espèrent le garder, hein, puisque cette saison, ça va être compliqué. Mais après, voilà, c'est la plupart des coureurs. On sait qu'il y a beaucoup d'Espagnols dans l'effectif, et maintenant ils sont 7. La plupart qui sont d'ailleurs drivés par Aquadro. À voir ce que ça va donner, parce que la plupart commencent à être un petit peu âgés. Lucien Sanchez, 37 ans, notamment. Ouais, il y a pas mal de changements. Puis si Vlasov s'en va, qui c'est qui va arriver en tant que leader? Quels vont être les moyens de Premier Tech pour aller justement concurrencer un petit peu les grosses équipes? Il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Mais quel intérêt pour Vlasov de partir chez Ineos? Parce que là, quand on voit, on en a parlé l'autre jour, on a fait une pastille sur la formation britannique, mais quand on voit la liste des leaders, est-ce qu'on se dit pas que c'est quand même un peu bouché, qu'il faudrait pas attendre aller 1 ou 2 ans de plus pour envisager un départ, quoi? Ah, mais il y a l'argent, mon grand. C'est vrai. S'il paye 2 fois plus, qu'est-ce qu'il va. C'est vrai qu'entre 1,5 million par an et 2,4 millions, hein, Bon, je Ouais, suis pas sûr qu'il touche 1,5 million. moi je Hein. sais pas non. comment on peut survivre avec 1,5 million, je me dis que... Mais ça a été un petit peu le discours d'ailleurs des dirigeants d'Astana, hein, pour lui dire, bah, certes à Ineos, tu as peut-être un salaire beaucoup plus élevé, mais à Astana, tu fais ce que tu veux, tu es leader attitré, tu choisis tes courses. Alors qu'en effet, chez Ineos, comme on l'avait dit lors de la dernière pastille, il y a énormément de leaders. Et s'ils partaient là-bas, je ne suis pas certain qu'ils joueraient les premiers rôles. Donc voilà, à voir. À moins que déjà peut-être qu'avec Aquadro, ils ont déjà peut-être dans l'idée, hein, de faire un, un échange. Je ne sais pas. Enfin, c'est bizarre. C'est vrai que pour Alexander Vlasov, je pense qu'il serait plus intéressant pour lui, au-delà du problème financier, de rester chez Astana, c'est évident. Après, ou alors ramener d'autres sponsors, peut-être. C'est-à-dire, si jamais, peut-être qu'il y a des sponsors russes, ils voient qu'un coureur russe peut jouer la victoire sur les grands tours, peut-être qu'ils pourront trouver peut-être des moyens financiers un peu plus importants pour le garder, mais ça reste quand même incertain. Ça reste incertain. Eh ben, on verra tout ça l'an prochain, messieurs. Si vous avez rien d'autre à rajouter, je vous propose de clôturer là. C'est bon pour moi. Eh ben, c'est bon Eh pour moi ben, c'est aussi. parfait. Eh ben, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne soirée, et puis à vous dire à bientôt. À bientôt. Au revoir.